La petite rivière s'en allait doucement dans le matin. Toute fraîche, elle sortait d'un bois, glissait à travers les roseaux, s'amusait sous le feuillage des buissons, et tout à coup, en pleine prairie, entrait dans la lumière. Plusieurs chanteurs, poètes, écrivains et cinéastes ont consacré des œuvres entières à la beauté du territoire québécois. Elle a su devenir la source d'inspiration de plusieurs artistes et a réussi à nous charmer. Alors, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, sa conservation et sa protection soulèvent de nombreux débats. Au 19e siècle, le Québec regorgeait de vastes et magnifiques forêts abondantes en arbres matures de différentes espèces. Malheureusement, les hommes d'affaires, voyant se profiler à l'horizon une occasion de réaliser de gros profits, ont décidé d'exploiter cette ressource naturelle, ce qui fut le début de l'industrie forestière au Québec. La première fois qu'on est venu couper des arbres ici, là, ça devait être dans les années 1800 à peu près. Ils sont venus couper les grosses épinettes, les grands pins blancs. Là, quand je parle de grands pins blancs, là, je parle des grands pins blancs, là, 4 pieds de souche. Là. Hein? Des pins que tu n'es pas capable de faire le tour avec tes bras. Hein? Ils mettaient ça sur la rivière, puis ça descendait ça jusque dans le fleuve. Puis là, après ça, ils faisaient des grands radeaux. Là. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte, en 20 ans à peu près, que des pins qui ont 400 ans, ça ne repousse pas en une dizaine d'années. On s'est rendu compte qu'on a coupé la réserve à sec en très peu de temps. Il fallut trouver une nouvelle activité économique pour la région. La solution? L'hydroélectricité, cette fierté nationale. Toutefois, bien que ce soit une source d'énergie propre, la construction d'un barrage cause d'importants dégâts environnementaux. On va faire un barrage, on va couper ça ici. Hein, on va faire un barrage à réserve d'eau pompée. Hein, c'était un grand projet. Mais ça, là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas voir ce paysage-là. Ça serait probablement en dessous de l'eau, ça serait... En tout cas, je ne sais pas exactement c'était quoi les plans exactement, mais on serait probablement en dessous de l'eau. En tout cas, on n'aurait pas ça, certain. On n'aurait pas accès à ça. Tannés de se faire marcher sur les pieds par les grandes compagnies, les habitants locaux se sont mobilisés et ont, avec l'aide des journaux, demandé au gouvernement d'arrêter la construction du barrage puisque son édification détruirait un territoire d'une beauté extrême. Hein? Puis là, tout d'un coup, tout le monde est tombé au courant qu'on était pour perdre un joyau. Fait que les Québécois ont entendu l'appel, ils sont sortis dans la rue, puis ont dit « Sauvons la Jacques-Cartier! Sauvons la Jacques-Cartier! » Après 4 longues années de combat avec la justice, la vallée de la Jacques-Cartier a finalement reçu le statut de territoire protégé, un des premiers parcs nationaux au Québec. Un territoire classé protégé. Mais l'est-il vraiment? Un parc national, c'est un vaste territoire protégé avec plusieurs zones, des zones de conservation, des zones d'ambiance. Donc, c'est vraiment pour protéger le milieu naturel, mais à la fois aussi de pouvoir rendre accessibles ces beaux territoires-là aux gens, aux citoyens, pour qu'ils puissent en profiter. Donc, un parc national est là d'abord tout pour remplir sa double mission. Donc, préserver le milieu naturel, puis aussi le rendre accessible. Conserver un équilibre entre la mission de préservation et la mission d'accessibilité des parcs nationaux peut s'avérer assez difficile. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire pour sensibiliser les gens, pour qu'ils comprennent bien c'est quoi la mission des parcs nationaux. Il y en a encore qui arrivent dans le milieu puis qui n'ont pas nécessairement fait beaucoup de plein air, donc qui ont des comportements malheureusement qui peuvent être pas conformes à la réglementation qu'on a mis en place. Je pense entre autres au nourrissage des animaux de la faune sauvage. Un débalancement dans l'une des deux missions peut avoir des impacts négatifs sur l'écosystème du parc, mais aussi sur son accessibilité. Les gens partent avec des bonnes intentions. On se dit, l'animal, oh, regardons, il semble maigre.
Sauf que c'est ce geste-là répliqué 500 fois, parce que la journée que quelqu'un nourrit un animal, ensuite il s'en va, il y a un autre visiteur qui va passer qui risque de refaire le même geste et l'animal devient conditionné à se dire « ben les humains, c'est chouette, je vais m'y approcher, j'ai de la nourriture ». Ces comportements sont souvent causés par un manque de connaissances ou de formation. Voilà pourquoi plusieurs experts considèrent que la sensibilisation des visiteurs sur les impacts de leur comportement sur l'environnement est primordiale. L'éducation, ça a une très, très grande importance. Si on veut préserver la nature, il faut que le monde comprenne la nature. Il faut que le monde connaisse la nature si on veut la préserver. La sensibilisation des visiteurs est devenue un aspect encore plus important cette année, puisque la pandémie a amené une nouvelle clientèle dans les parcs. Une clientèle souvent moins informée sur les comportements à adopter lorsqu'on est en nature. C'est super important. Vous savez, là, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans le parc. Des feux qui se sont allumés à des endroits étranges. Hein? Où est-ce que c'est pas... Il n'y a pas de place pour faire un feu à cet endroit-là. C'est pas grave. Hein? On fait un feu. Hein? Des canettes qui se ramassent par terre. Plein de monde qui ont commencé à nourrir les animaux. Hein? Ça a été un gros problème cet hiver. Cet hiver, en tant que tel, là, hey, la Marthe est rendue obèse. Hein? Non, mais le monde, ils font pas ça. Ils font pas ça parce qu'ils sont... Ils font pas ça pour mal faire. Le monde, ils ne savent pas. Alors, pourquoi l'accès aux parcs nationaux n'est pas plus restreint? Ça a toujours été une grosse dualité, l'accessibilité versus la protection. Moi, je pense qu'un territoire peut être protégé même s'il est accessible, évidemment. En ce moment, c'est sûr qu'on veut toujours accueillir le plus de visiteurs possible dans l'optique d'en sensibiliser le plus possible. Puis qu'après ça, ces gens-là, quand ils sortent d'un parc national, réappliquent les informations qu'ils ont retenues d'un parc national, peu importe dans quel milieu naturel ils vont aller par la suite. Je pense que notre rôle, c'est de l'accueillir sur un territoire naturel, éduquer, sensibiliser pour que cette personne-là ramène les informations à la maison et elle-même éduque son entourage, sensibilise ses amis, ses parents, pour qu'ensuite, tout le monde pratique l'activité en milieu naturel de façon responsable. Les parcs nationaux font face à des dilemmes chaque année concernant le maintien de cet équilibre. On veut rendre accessible le parc aux visiteurs afin de les éduquer et de leur permettre de profiter de la beauté de notre territoire, mais on veut aussi préserver la nature afin que les générations futures puissent en profiter à leur tour. La dualité de ces missions suscite beaucoup de questionnements puisqu'on se demande comment, dans le futur, avec la popularité grandissante des parcs, nous allons pouvoir continuer de la protéger et de la préserver. C'est sûr que des fois, l'été, on a beaucoup d'achalandage. Puis là, il faut penser, dire, là, on manque de stationnement. Moi, c'est sûr que les stationnements, c'est ce que je trouve le plus difficile à gérer parce que je me dis, c'est quoi, on ne commencera pas à paver ou à asphalter des stationnements partout. Ça n'a pas sa place dans un parc national. Je pense que, des fois, c'est pas le nombre de personnes, ça va être le nombre de voitures, nous, qu'il va falloir faire attention, là, à évaluer, peut-être éventuellement d'avoir un quota de stationnement. C'est comme ça que je vois ça, ou avoir des navettes qui font en sorte que tu vas arrêter d'avoir un nombre X de véhicules, mais au moins que les gens vont pouvoir venir profiter, mais en navette, là. C'est en éduquant le peuple québécois et en travaillant de concert avec celui-ci que les parcs seront capables de préserver cet équilibre si fragile. On comprend ce que l'on aime et on aime ce que l'on protège. Hein? Parce que l'éducation, c'est ça, c'est comprendre ce qui nous entoure. Puis une fois qu'on comprend ce qui nous entoure, on l'aime. Puis si on l'aime, on veut la protéger. Puis moi, ma job, c'est que le monde veut le protéger. C'est quelque chose de venir au parc comme ça, de voir les arbres, dire « je vais aller prendre une bouffée d'air pur », mais de ne pas avoir conscience que là, tu viens de sortir du sentier, là, tu viens d'écraser une plante qui probablement fleurira pas avant 7 ans. Peut-être que si tu apprends que cette petite plante-là qui a de l'air insignifiante est si fragile,
peut-être que tu vas juste tasser ton pied. Peut-être que tu vas juste rester dans le sentier. C'est ça qui fait que j'aime mon travail et que je pense que c'est très important.